Salut tout le monde. Dans cette séquence vidéo, nous allons continuer notre correction de l'examen national du bac, filière internationale, option français, session normale 2016, section deuxième bac, SVT, matière sciences de la vie et de la terre. Eh bien, on va traiter un exercice qui fait partie de de la composante de l'examen national qui s'intitule Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Comme vous le savez, donc la partie pour laquelle on a 5 points de notre barème, ça concerne la restitution des connaissances et les 15 autres points concernent des exercices dont le nombre peut être variable selon les sujets. De toutes les façons, euh, les exercices qui concernent le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique, c'est sur 15 points. Et on va en traiter le premier exercice dans ce sujet, c'est l'exercice numéro un, pour qui donc on a consacré 5 points au niveau du barème. Eh bien, c'est un exercice qui porte sur la première partie du programme, à savoir la consommation de la matière organique et la conversion d'énergie au niveau de la cellule. Bien, dans un premier temps, on va faire une lecture globale du contenu de l'exercice. Pourquoi? Parce que donc vous devez avoir l'habitude de lire l'exercice dans sa globalité avant de commencer de répondre aux questions une après l'autre. Bien. Euh, donc, on va commencer. Les cellules produisent, donc exercice 1, les cellules produisent l'ATP nécessaire pour effectuer un effort physique ou toute autre activité cellulaire à travers des voies métaboliques aérobie et anaérobie. Chez certaines personnes, la perturbation de l'une de ces voies est à l'origine de nombreux symptômes tels que l'accumulation de l'acide lactique, la fatigabilité, etc. Pour comprendre la relation entre ces symptômes et la nature de la perturbation métabolique, on propose les données suivantes. Le document 1. Le document 1 représente les principales réactions métaboliques de production de l'ATP au niveau cellulaire. Donc le sujet, c'est la production d'ATP. Vous savez très bien que donc vous connaissez donc les deux voies métaboliques pour la production d'ATP par la cellule, c'est-à-dire la voie aérobie qui est la respiration cellulaire et la voie anaérobie qui est la fermentation. Et vous savez très bien que ces deux voies, ils ont comme fonction biologique la production d'ATP, car la molécule d'ATP, c'est la source d'énergie pour toutes les activités cellulaires d'une façon générale, et en particulier pour la contraction musculaire en relation avec les efforts physiques que développe notre organisme. Eh bien, donc, on vous a présenté donc le contexte dans cette introduction. Donc, cette introduction, ça sert à, soi-disant, à vous mettre dans le bain de l'exercice, c'est-à-dire à vous préciser le contexte de tout ce qui va venir par la suite. Et on vous présente donc un certain nombre de données. Donc, donnée 1, on va voir, donc, nous avons donnée 1, donnée 2, donnée 3. Donc, les données, c'est un ensemble d'informations, un ensemble de textes et un ensemble de documents. Donc, lorsque vous lisez votre sujet, donc il faut bien savoir donc décrypter les constituants du sujet. Donc, les données, ça ne veut pas dire le document. Hein. Donnée 1, donnée 2, donnée 3, c'est une chose. Et document 1, document 3, etc. Donc, on a donné 1, 2, 3, document 1, 2, 3, etc. Et on a question 1, question 2, question 3. Et bien sûr, vous, donc, sur votre copie d'examen, vous allez répondre aux questions une par une, bien sûr, en respectant la numérotation des questions de l'exercice. La numérotation des questions et des sous-questions, etc. Quelquefois, on a petit 1, petit 2, petit 3, etc. Ou bien petit 1, A, B, C, ainsi de suite. Donc, j'insiste sur là-dessus qu'il faut donc respecter toutes sortes de numérotation et
dans vos réponses, ce sont les questions qui sont numérotées, donc, et ce ne sont pas les documents ou bien les données. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dans la donnée numéro un? Le document un, il représente les principales réactions métaboliques de production d'ATP au niveau cellulaire. Eh bien, tout simplement, ce document, il vous résume les voies métaboliques de production de l'ATP au niveau de la cellule. C'est-à-dire, vous avez dans ce document la partie qui a lieu donc pour, pour les deux voies métaboliques, c'est-à-dire la voie aérobie et la voie anaérobie. Vous avez la partie qui a lieu au niveau du dialoplasme ou bien au niveau du cytosol et la partie qui a lieu au niveau de la mitochondrie. Bien. Donc, on va donc insister sur un certain nombre de remarques. Premièrement, lorsque vous avez un document, lorsque vous avez un certain nombre de données, il faut toujours faire la distinction entre ce qui est fonctionnement physiologique normal et ce qui rentre dans le cadre d'une anomalie donnée, une maladie ou autre chose qui donc sort de ce qui est normal. Ça d'une part. D'autre part, lorsqu'on vous présente un certain nombre de données, il faut faire la distinction entre ce qui se passe normalement in vivo, dans le cadre du fonctionnement physiologique normal des cellules ou bien de l'organisme, et ce qui se passe in vitro, c'est-à-dire dans le cadre d'une expérience donnée. Donc, si on est capable de faire le lien entre le fonctionnement physiologique in vivo et ce qui se passe in vitro dans le cadre de l'expérience, ou bien on fait le lien entre le fonctionnement physiologique normal et le cas d'une anomalie donnée. Donc, si on fait le lien entre tous ces éléments-là, eh bien, cela veut dire tout simplement qu'on a bien compris les phénomènes biologiques étudiés. Bien, qu'est-ce qu'on nous présente ici? On nous présente un schéma. Donc, vous avez ici le hyaloplasme, la mitochondrie. Dans le hyaloplasme, nous avons la glycolyse. Donc, vous avez ici la glycolyse. Et donc, vous devez savoir très bien que la glycolyse, c'est la voie métabolique qui est commune entre la respiration cellulaire et la fermentation. Dans ce cas-là, on nous a présenté la fermentation lactique. Donc, c'est un petit peu, c'est-à-dire déjà, on va comprendre que il s'agirait de ce qui se passe grosso modo au sein des cellules musculaires. Donc, puisqu'on n'a pas évoqué autre forme de fermentation. Hein, donc, vous connaissez que la fermentation alcoolique, on la trouve au niveau des cellules de levure et non pas au niveau des cellules humaines, c'est-à-dire on ne la trouve pas au niveau des cellules musculaires. Bien, donc on nous a présenté donc la glycolyse et puis toujours au niveau du hyaloplasme et à partir de l'acide pyruvique, donc on a donc l'acide pyruvique, donc c'est, si vous voulez, c'est le carrefour entre la voie aérobie et la voie anaérobie. Donc, s'il s'agit de la voie anaérobie, l'acide pyruvique va se transformer au niveau du cytosol, c'est-à-dire au niveau du hyaloplasme en acide lactique. Et ça, donc, glycolyse plus cette dernière réaction de transformation de l'acide pyruvique en acide lactique, donc ça constitue la fermentation lactique. Et au contraire, donc, si on a la glycolyse plus ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie, ça constitue donc la voie métabolique aérobie de production d'ATP, c'est-à-dire tout simplement la respiration cellulaire. Pardon. Autre remarque à propos de tout ce que vous avez, donc de tous les schémas qu'on vous présente. Tous les schémas qu'on vous présente, eh bien, d'une part, vous devez savoir donc ce que c'est que la glycolyse, ce que c'est que la fermentation lactique. À l'intérieur d'un mitochondrie, donc, nous avons deux étapes, c'est-à-dire la formation d'acétylcoenzyme A, plus le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Eh bien, d'après ce que vous avez vu dans le cours, d'après ce que vous avez vu dans un certain nombre de supports pédagogiques et de documents d'exercice, etc., vous devez savoir une chose très importante, c'est que nous avons donc glycolyse
Formation d'acide coenzyme acide de Krebs, phosphorylation oxydative, ça c'est donc la respiration, ce sont les étapes de la respiration cellulaire. D'autre part, glycolyse plus la dernière réaction, c'est ce qui constitue donc la fermentation lactique. Eh bien, une remarque très importante à propos de ces schémas, c'est qu'à chaque fois, on vous présente un schéma d'une façon différente. C'est-à-dire, il y a des schémas qui ne ressemblent pas aux autres schémas. Il y a des schémas qui sont plus ou moins détaillés, il y a des schémas qui sont moins détaillés, etc. Mais lorsque tu comprends très bien le contenu de ton cours, tu es capable de travailler sur n'importe quel type de schéma, que ce soit un schéma détaillé, un schéma moins détaillé, etc. Par exemple, ici, regardez, vous avez ici un petit rectangle. Qu'est-ce qu'on vous présente? Eh bien, on vous présente ici, euh, on vous présente ici la phosphorylation oxydative. Mais dans d'autres schémas, par exemple, vous pouvez trouver, au lieu tout simplement de mentionner le terme phosphorylation oxydative, vous pouvez trouver par exemple des schémas qui représentent la chaîne respiratoire et d'autres schémas qui représentent par exemple les sphères pédonculées, etc. Mais dans ce schéma-là, donc on a voulu simplifier d'une manière donnée. Donc on a représenté tout simplement un rectangle qui indique la phosphorylation oxydative. On n'a pas représenté, par exemple, la consommation d'oxygène et la libération de H2O, et ainsi de suite. Donc, il y a donc plusieurs schémas, mais à chaque fois, donc, je dois être capable de comprendre le schéma. Donc, si par exemple, dans ce schéma-là, on a indiqué la phosphorylation oxydative, donc cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consommation d'oxygène ou bien de production de H2O, mais c'est-à-dire, puisqu'on a signalé phosphorylation oxydative, donc c'est-à-dire que à l'élève de comprendre donc le schéma, puisque donc il est censé comprendre le contenu de son cours. Donc, en résumé, les phénomènes, les voies métaboliques aérobie et anaérobie, donc, il n'y en a pas 36. Nous avons d'une part la respiration cellulaire et d'autre part la fermentation lactique ou, s'il s'agit des cellules de levure, la fermentation alcoolique. Mais les schémas, ils peuvent être différents, donc je dois être capable de comprendre n'importe quel schéma, que ce soit un schéma plus détaillé qu'un autre schéma ou bien un schéma qui est donc plus simplifié qu'un autre schéma. Bien. Donc, voilà en ce qui concerne donc ces remarques à propos de ce schéma. Autre chose, toujours concernant ce schéma. Ce schéma-là, il ne représente le fonctionnement physiologique normal de la respiration cellulaire et de la fermentation lactique. Donc, il ne s'agit pas d'un cas d'anomalie et il ne s'agit pas d'un phénomène qui a lieu in vitro, c'est-à-dire dans une expérience. Donc, une remarque importante, il s'agit d'un fonctionnement physiologique normal qui ne présente donc les deux voies métaboliques responsables de la production d'ATP. Et ici, parce que donc il y aura une question qui va nous demander de calculer le bilan énergétique, c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP, ici on nous a mentionné une chose intéressante, c'est que, voilà, on nous a mentionné une chose intéressante, c'est que les réactions représentées dans la mitochondrie se rapportent à une seule molécule d'acide pyruvique. Donc ici, c'est une seule molécule d'acide pyruvique. C'est pour cela donc qu'il faut comprendre pourquoi on a donc ici 2 plus 1, c'est-à-dire 3 molécules de CO2 qui sont produites et non pas 6. Parce que si donc on se base sur donc le point de départ qui est une molécule de glucose, et bien sûr, au niveau de la matrice mitochondrienne, on devrait produire 6 molécules de CO2. Donc, les réactions présentées donc, se rapportent à une seule molécule d'acide pyruvique lorsqu'elle pénètre dans la matrice mitochondrienne. Pour cela, donc, on peut comprendre pourquoi on a ici un seul FAD et non pas deux, une seule molécule d'ATP et non pas deux, etc. Donc ici, c'est une remarque très intéressante, surtout lorsqu'il s'agit de calculer le bilan énergétique
à savoir donc là le nombre de molécules d'ATP qui sont produites. Autre remarque, en réalité, le langage de la chimie et de la biochimie d'une façon générale parle de la quantité de matière exprimée en mol. On dit par exemple une mole de glucose, une mole d'acide pyruvique, etc. Nous, pour un petit peu simplifier notre langage, on parle de molécules. Mais vous devez aussi savoir que le langage officiel de la chimie, c'est la quantité de matière exprimée en mol. Hein. On dit par exemple que si l'on veut respecter ce langage de la chimie et de la biochimie, on va dire par exemple qu'au niveau de la glycolyse, une mole de glucose produit 2 moles d'acide pyruvique. Mais nous, donc pour simplifier, qu'est-ce qu'on dit? On dit une molécule de glucose produit 2 molécules d'acide pyruvique, donc comme donc résultat de la glycolyse. Eh bien, après donc ce commentaire concernant ce document, on va passer donc à la question numéro 1. Eh bien, la question numéro 1, qu'est-ce qu'elle nous demande? En s'appuyant sur le document 1, déterminer le devenir de l'acide pyruvique, pyruvate, au niveau cellulaire, puis calculer le bilan énergétique, c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP, de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie. À l'intérieur de la mitochondrie, la réoxydation de une molécule de NADH H+ donne 3 molécules d'ATP et la réoxydation, ou bien l'oxydation d'une molécule de FADH2 donne 2 molécules d'ATP. Donc ici, on vous donne l'équivalent énergétique de NADH+ d'une part et de FADH2 d'autre part, parce que au moment, donc quel est le rôle de la phosphorylation oxydative? C'est le rôle de la phosphorylation oxydative, c'est la conversion de l'énergie contenue dans ces transporteurs de protons et d'électrons, c'est-à-dire l'énergie contenue dans NADH+ et FADH2, cette énergie va être convertie en énergie sous forme d'ATP. Eh bien, la question ne parle de quoi? Elle ne parle de la dégradation d'une molécule, donc le bilan énergétique de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie? C'est-à-dire, je dois chercher le bilan énergétique de tout ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie par rapport à une molécule d'acide pyruvique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie? Nous avons formation de l'acétylcoenzyme A, cycle de Krebs et bien sûr phosphorylation oxydative. Donc on nous demande le bilan énergétique de ces 3 parties ou bien de ces deux phases. La phase formation de l'acétylcoenzyme A et cycle de Krebs et la phase de la phosphorylation oxydative. Bien. Donc revenons à notre question. Donc vous avez ici donc, une remarque d'ordre méthodologique, c'est que dans la question, généralement, on vous présente un certain nombre de verbes d'action qui sont représentés en gras. Donc, on vous écrit ça en gras, donc pour bien attirer votre attention sur les verbes d'action qui figurent sur la question. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous demande au niveau de la réponse, c'est que les verbes d'action qui figurent au niveau de la question, donc ils doivent figurer donc au niveau de la réponse. Ici donc on vous dit en s'appuyant sur le document 2, c'est-à-dire que ce que vous allez présenter dans la réponse, eh bien ça doit donc être relevé à partir du document 2 et non pas comme ça présenter quelquefois on a tendance à présenter des données qui peuvent être justes, mais ça ne correspond pas à ce qui est demandé dans la question, parce que dans la question, on vous demande de s'appuyer sur le document 2. Après, on vous demande de regarder ici donc les verbes d'action. Vous avez déterminer, déterminer et calculer. Déterminer et calculer.
Qu'est-ce qu'on va déterminer? Donc, il faut se baser sur le document 1. Il faut déterminer le devenir de l'acide pyruvique au niveau cellulaire. Et qu'est-ce que c'est qu'au niveau cellulaire? C'est-à-dire au niveau du plasme, du cytosol, d'une part, et au niveau de la mitochondrie, d'autre part. Donc, on vous dit quel est le devenir de l'acide pyruvique ou du pyruvate au niveau cellulaire. Ça, c'est le premier verbe d'action. Deuxième verbe d'action, c'est calculer. Calculer le bilan énergétique, c'est-à-dire le nombre de molécules ATP correspondant à la dégradation d'une molécule, donc on précise bien une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie, c'est-à-dire on nous demande tout simplement de chercher donc par quoi se solde la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie, c'est-à-dire cette dégradation, on entend par cette dégradation la formation de l'acide coenzyme A, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Donc, toutes ces étapes vont se solder par un certain nombre de molécules ATP par rapport à la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique. Donc, c'est ce qu'on nous demande ici. Donc, il faut se baser sur le document 1. Il faut déterminer donc le devenir de l'acide pyruvique au niveau cellulaire et il faut calculer le rendement énergétique ou bien le nombre, le bilan énergétique de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la cellule. Et ici, puisque on a dit que au niveau, toute la quantité d'ATP n'est pas produite uniquement à travers la formation de l'acide coenzyme A et le cycle de Krebs, mais la majorité de l'ATP, elle est produite au niveau de la phosphorylation oxydative, mais l'intérêt de la première étape, c'est-à-dire la formation de l'acide coenzyme A et le cycle de Krebs, c'est d'une part de donner une faible quantité d'ATP, puis réduire les transporteurs de protons et d'électrons, c'est-à-dire que cette partie-là, cette étape va se solder par l'apparition de ces transporteurs sous leur forme réduite, à savoir le NADH+ et le FADH2. Donc, ce sont ces transporteurs de protons et d'électrons à l'état réduit, ce sont des molécules très riches en énergie, mais leur énergie doit être convertie en énergie sous forme d'ATP et la conversion se déroule au niveau du mécanisme de la phosphorylation oxydative. Et c'est pour cela donc qu'on vous donne ici quel est donc l'équivalent énergétique donc, de ces transporteurs de protons et d'électrons. Eh bien, euh, une molécule de NADH+ donc, va nous donner l'équivalent, donc son équivalent énergétique c'est 3 molécules d'ATP. Et l'équivalent énergétique d'une molécule de FADH2, c'est 2 molécules d'ATP. Et cette conversion d'énergie va s'effectuer au niveau de la phosphorylation oxydative lorsqu'on a une réoxydation de ces transporteurs de protons et d'électrons. Voici donc en ce qui concerne la première question. Bien, ici, dans la suite de cet exercice, on nous donne la donnée numéro 2. Donc on a vu la donnée numéro 1, c'est une présentation d'un cas physiologique normal. Et la donnée numéro 2, c'est la présentation d'un cas d'une anomalie. Et donc on va expliquer quel est le contenu de cette anomalie. Donnée 2. Dans le cadre du traitement de certaines maladies virales par une substance qui s'appelle l'INTI, inhibiteur de la transcriptase inverse, des examens biochimiques ont montré que ce traitement peut causer une perturbation de la production d'énergie au niveau mitochondrial, ce qui est à l'origine de plusieurs symptômes tels que la fatigabilité et le changement de la concentration plasmatique de l'acide lactique. Donc, on nous présente ici un cas anormal, c'est-à-dire que pour traiter un certain nombre de maladies virales, on utilise une substance qui s'appelle l'INTI. Mais, puisque c'est une substance, donc, comme la majorité des médicaments, ils ont ce qu'on appelle donc des
des effets indésirables. Alors, quels sont les effets indésirables de ce médicament? Eh bien, on a un dérèglement au niveau de la mitochondrie, ce qui cause donc plusieurs symptômes comme la fatigabilité et le changement de la concentration plasmatique de l'acide lactique. On va voir que ce changement, il s'agit d'une augmentation anormale de la concentration de l'acide lactique au niveau du sang. Eh bien, le document 2, donc il va nous expliquer cette anomalie-là. Hein. Donc ça, ce n'est pas un cas physiologique normal. Donc on est en train de traiter un cas qui correspond donc, qui nous présente une sorte d'anomalie. Eh bien, le document 2 représente les résultats de la concentration de l'acide lactique, les résultats de la concentration de l'acide lactique, les résultats de la concentration de l'acide lactique par la mesure de la concentration de l'acide lactique produit par les cellules, la valeur du pH sanguin et des schémas des mitochondries chez une personne traitée par l'INTI et chez une personne non traitée. Donc, pourquoi on ne présente ici une personne traitée et une personne non traitée? Eh bien, tout simplement, la personne non traitée va jouer le rôle de témoin, c'est-à-dire on va vous dire voilà ce qui se passe dans le cas normal pour comprendre ce qui se passe dans le cas anormal. Et bien sûr, vous avez un tableau et comme d'habitude, donc je dois pour analyser le tableau, donc je dois savoir ce que j'ai dans les lignes et dans les colonnes, hein, et faire donc des sortes de comparaisons. Donc ici, vous avez la personne normale, vous avez ici, donc c'est le cas normal. Cette ligne, ça représente le cas normal. Donc vous avez la deuxième ligne du tableau nous présente le cas normal, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du témoin, la personne qui va jouer le rôle de témoin, c'est-à-dire la personne non traitée par le médicament INTI. Et le deuxième cas, la troisième ligne de notre tableau, ça nous présente ce qui se passe pour la personne qui est traitée par INTI. Alors, on va faire des comparaisons. Donc, pour faire la comparaison, on va prendre ces cases et donc on va les comparer une à une. Alors, personne normale, personne traitée par le médicament INTI. Concentration normale de l'acide lactique au repos, c'est 1 mol par litre. Ça donc, c'est la concentration qui devrait donc représenter une concentration normale de l'acide lactique dans le sang à l'état de repos. Dans le cas de la personne qui est traitée par INTI, on a une concentration qui est supérieure à 5 millimoles par litre. C'est-à-dire que la concentration sanguine de l'acide lactique s'est multipliée par 5 et voire plus. Pour le pH, personne normale, on a un pH normal. Ici, on a un pH acide. Donc, pH normal, c'est aux alentours de la neutralité dans le cas normal. Et ici, donc, nous avons un pH acide dans le cas de la personne traitée par INTI. Dernière colonne, elle nous présente les mitochondries. Elle nous présente les mitochondries. Et, bien sûr, il faut être attentif au niveau de l'analyse, au niveau de la comparaison. Et vous avez ici les points noirs représentent des protéines qui constituent la chaîne respiratoire au niveau de la membrane interne. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut constater si l'on fait donc une comparaison entre la mitochondrie normale et la mitochondrie de la personne normale et la mitochondrie de la personne qui est donc traitée par l'INTI? Eh bien, on va constater deux choses. Qu'est-ce que vous pouvez constater ici? Vous devez constater, d'une part, que les enzymes, les protéines qui constituent la chaîne respiratoire, ce sont généralement des enzymes. Les protéines qui constituent la chaîne respiratoire, elles sont abondantes chez la personne normale. Elles sont rares, donc elles sont moins abondantes
chez la personne qui a été traitée par le médicament. Ça d'une part. D'autre part, les crêtes mitochondriales, donc vous savez très bien que les crêtes mitochondriales sont intéressantes pour le fonctionnement de la mitochondrie. Les crêtes mitochondriales, elles sont plus abondantes chez la personne normale et elles sont moins abondantes, moins développées, hein. J'ai cherché le mot. Elles sont bien développées chez la personne normale et elles sont moins développées chez la personne qui a été donc traitée par ce médicament. Eh bien, donc déjà, on peut, avant de voir ce qui se passe au niveau des questions, je peux déjà émettre une hypothèse à propos donc de ce qui se passe chez la personne qui est traitée par le médicament. Eh bien, tout simplement, c'est-à-dire qu'on va dire que ce médicament, donc, il a un effet négatif sur le fonctionnement des mitochondries. Du coup, les crêtes mitochondriales vont être moins développées et la quantité des protéines, des enzymes de la chaîne respiratoire seront aussi moins abondantes. Eh bien, tout simplement, il y aura un problème au niveau du fonctionnement de la mitochondrie, c'est-à-dire il y a un problème au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie comme voie métabolique, c'est-à-dire formation d'acétylcoenzyme A, cycle de Krebs et chaîne respiratoire. Bien que les crêtes et les enzymes de la chaîne respiratoire, donc ça ne concerne pas la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs, mais ça concerne la phosphorylation oxydative, parce que donc, le fonctionnement de la chaîne respiratoire, ça rentre dans le cadre de la phosphorylation oxydative, parce que dans la phosphorylation oxydative, nous avons donc deux éléments. Nous avons la chaîne respiratoire d'une part, et nous avons les sphères pédonculées, c'est-à-dire les ATP synthase d'autre part. Donc j'ai dit, bien que l'anomalie donc à première vue donc semble concerner uniquement la phosphorylation oxydative, mais ce qui se passe à l'intérieur, les réactions biochimiques qui se passent à l'intérieur de la mitochondrie sont liées les uns les autres. Pourquoi? Parce que la phosphorylation oxydative doit utiliser les transporteurs de protons et d'électrons dans leur forme réduite pour les réoxyder. Et qu'est-ce qui va donc nous donner les formes réduites? Eh bien, c'est l'étape précédente, c'est-à-dire la formation d'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. La formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs transforme ces transporteurs de protons et d'électrons de leur forme oxydée vers leur forme réduite. La phosphorylation oxydative fait l'inverse, c'est-à-dire il les réoxyde pour les transformer de leur forme réduite vers leur forme oxydée. Donc il y a un cycle, ces transporteurs de protons et d'électrons, ils font un cycle oxydation-réduction et ils font donc le lien entre d'une part la formation d'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs et d'autre part la phosphorylation oxydative. Donc s'il y a un blocage au niveau d'une étape, eh bien tout simplement ça va se répercuter sur l'autre étape. Donc ce sont des réactions, on dit que ce sont des réactions liées ou bien tout simplement ce sont des réactions couplées, c'est-à-dire ce sont des réactions chimiques que donc l'une ne peut pas se dérouler sans l'autre. Voilà. Maintenant, donc, on va lire la deuxième question qui est liée à la donnée numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous demande donc dans là? Qu'est-ce qu'on nous demande dans cette deuxième question? En vous basant sur le document 2, comparez les résultats obtenus entre la personne traitée par l'INTI et chez la personne non traitée par cette substance et déduisez la voie métabolique influencée par ce médicament, par cette substance. Bien, donc toujours, c'est la même remarque. Vous avez ici, au niveau de la question, on vous demande de se baser sur le document 2. Les verbes d'action, c'est comparer, donc comparer les résultats obtenus entre la personne traitée par les NTI et la personne non traitée, donc la personne normale qui va jouer le rôle du témoin. Et puis,
déduisez la voie métabolique influencée par cette substance, c'est-à-dire par l'INTI. Donc, comme donc on a dit, les verbes d'action donc, qui figurent sur la question, donc on va voir leur correspondant au niveau, au niveau de la réponse. Voilà. Et ça, c'est donc la question 2. Nous avons encore deux autres questions, c'est-à-dire la question 3. La question 3 et la question 3 et la question 4. La question 3 et la question 4, avant donc de poser les questions 3 et 4, nous avons la donnée numéro 3. Eh bien, la donnée numéro 3, dans la donnée numéro 3, on nous présente, on nous présente une maladie qui s'appelle donc le syndrome de Mélas. Le syndrome de Mélas est une myopathie mitochondriale. Donc, myopathie, c'est une maladie qui est liée aux muscles, mais aussi à d'autres organes. Donc, myopathie mitochondriale, parmi ses symptômes, une accumulation de l'acide lactique et une fatigabilité excessive suite à un exercice musculaire. Le schéma du document 3 représente la nature du dysfonctionnement observé au niveau des mitochondries dans le cas du syndrome de Mélas. Donc, le syndrome de Mélas, c'est une maladie mitochondriale. Parmi ces symptômes, on a l'accumulation de l'acide lactique, la fatigabilité excessive suite à un exercice musculaire. Donc, le schéma, il nous représente donc en quoi consiste le dysfonctionnement qui caractérise cette maladie. Bien. Une chose importante, c'est que nous avons donné 1, donné 2, donné 3. Alors, à chaque fois que vous avez plusieurs données au niveau d'un exercice, il faut faire attention à une chose très importante, c'est que quel est le lien entre ces données? Est-ce qu'ils sont liés? Est-ce qu'ils sont indépendants? Et donc, il faut savoir le lien. Donc, quelquefois, par exemple, ici, on peut se tromper donc, en considérant que la donnée 3 est là un quelconque rapport avec la donnée numéro 2. La donnée numéro 2, ça nous présente un cas de traitement d'une infection virale par un médicament qui a comme effet indésirable un effet négatif sur le fonctionnement de la mitochondrie. Dans la donnée numéro 3, on nous présente autre chose, donc c'est une maladie qui est indépendante du premier cas, indépendante du traitement des infections virales par l'INTI. Ça, c'est une autre maladie. Hein? Ça, c'est pas une infection virale, c'est une autre maladie. C'est une maladie qui est liée à un dysfonctionnement au niveau de la mitochondrie. Alors, donc, j'ai dit, on doit noter que la donnée numéro 3, elle est indépendante de la donnée numéro 2. Mais le point commun, c'est que dans les deux cas, on a un dysfonctionnement au niveau de la mitochondrie. Donc, si vous voulez, c'est le fil directeur qui peut relier les deux, c'est le dysfonctionnement. Un dysfonctionnement au niveau de la mitochondrie. Sinon, donc, ce sont deux données qui sont indépendantes. Et le schéma ici, qu'est-ce qu'il nous présente? Il nous présente donc la mitochondrie. Eh bien, vous avez ici la mitochondrie. Donc, toujours, je dois comprendre un schéma à partir de mes acquis. Donc, je comprends très bien que ça, c'est la mitochondrie. Ça, c'est un cadre qui me présente donc la situation du schéma. Donc, c'est comme si on avait donc agrandi ce petit carré pour avoir ce schéma-là, pour avoir tout ce schéma. Eh bien, à partir donc de ce schéma et à partir de mes acquis, je dois comprendre que, qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que ça, c'est la membrane mitochondriale externe. Ça, c'est la membrane mitochondriale interne. Ça, c'est l'espace intermembranaire. Et ce qui est en dessous, c'est la matrice mitochondriale. Et je sais très bien que la sphère
des sphères pédonculées et les diriger vers la matrice mitochondriale. Le pédoncule, il est ancré dans la membrane mitochondriale interne. Et vous avez ici donc, dans la membrane mitochondriale interne, donc je dois comprendre à partir de ce schéma que ça, dans ce schéma, donc on a les deux composantes des éléments qui interviennent, donc les deux éléments, les deux structures qui interviennent dans la phosphorylation oxydative, à savoir d'une part la chaîne respiratoire et d'autre part les sphères pédonculées. Donc pour comprendre un document, bien sûr, je dois toujours faire le lien entre mes prérequis ou bien entre avec mes acquis. Bien. Alors, je dois donc répéter la remarque qui concerne les schémas. Les schémas, vous avez toujours des schémas qui sont plus ou moins détaillés, qui sont plus ou moins résumés. Et donc, je dois toujours faire une analyse pour pouvoir comprendre le contenu du schéma et faire le lien avec mes acquis. C'est pour cela que, donc un petit peu pour mieux comprendre ce schéma, je vais vous présenter un autre document. Donc ça, c'est un document qui ne figure pas au niveau du sujet de l'examen, mais tout simplement, je vais vous le présenter à titre de rappel. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'espace intermembranaire. Ce qui est en jaune, c'est la double couche lipidique de la membrane mitochondriale interne. Et ce que vous avez en dessous, c'est la matrice mitochondriale. Et vous avez ici les constituants de la chaîne respiratoire, à savoir le complexe 1, le complexe 2, le complexe 3 et 4. Alors, j'ai dit que certains schémas qu'on peut donc vous présenter au niveau des sujets de l'examen, ils peuvent être plus détaillés ou bien moins détaillés. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a plus ou moins négligé sur ce schéma-là? Eh bien, on a négligé les transporteurs Q et le transporteur C. C'est-à-dire, on aura ici un transporteur Q et un transporteur C. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un schéma qui est simplifié, mais donc, euh, je dois toujours savoir le rapport entre toutes sortes de schémas. Donc, à partir de ce que j'ai étudié dans mon cours, je sais très bien ce que c'est que, qu'est-ce qu'il y a dans la membrane mitochondriale interne, c'est quoi la chaîne respiratoire, quels sont les constituants de la chaîne respiratoire, et c'est quoi la sphère pédonculée ou bien l'ATP synthase, et quels sont les rôles respectifs de toutes ces structures cellulaires et moléculaires. Bien. Donc ici, vous avez, donc, juste ici, j'ai dit pour un petit rappel, donc ça c'est un document qui ne figure pas dans le sujet de l'examen, mais c'est juste je le présente juste pour rappel. Et vous avez donc le complexe 1, c'est lui donc qui va donc capter les électrons qui seront libérés par le NADH et on aura donc les électrons qui seront transférés à travers ces éléments qui constituent la chaîne respiratoire pour atteindre le récepteur final des électrons, à savoir les molécules de dioxygène. Et les molécules de dioxygène, donc, ils vont recevoir les électrons à partir de la chaîne respiratoire et ils vont prendre les protons à partir de la matrice mitochondriale et ça va nous donner donc H2O. Donc, oxydation de NADH, réduction de O2 en H2O. Donc ça, c'est le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Et le cheminement des électrons est différent selon que l'on a affaire avec NADH+, ou bien avec FADH2. Lorsque on a réoxydation de NADH+, eh bien le chemin des électrons c'est le complexe 1, Q, le complexe 3, C, le complexe 4 et finalement le dioxygène. S'il s'agit de FADH2, eh bien on aura un autre chemin, c'est-à-dire c'est le complexe 2,
Q, 3, C, 4, jusqu'à l'oxygène. Bien. Autre remarque en ce qui concerne ces constituants de la chaîne respiratoire. Quelquefois, on peut, dans un schéma, vous pouvez trouver par exemple que tout ceci est représenté par un petit rectangle. Donc, on ne présente, ok, dans certains schémas, on ne présente pas tous ces détails. Ou bien, on peut utiliser une autre notation. On peut vous trouver dans un schéma, par exemple, que vous avez, on appelle ça T1, T2, T3, T4, T5, T6. Voilà. Ou bien complexe 1, complexe 2. Donc, il faut savoir quels sont les constituants de la chaîne respiratoire, mais il faut savoir aussi que à chaque fois, on représente la chaîne respiratoire d'une façon plus ou moins détaillée et on note les constituants de manière différente. Soit on vous dit 1, 2, 3, 4, QC, ou bien T1, T2, T3, T4, T5, T6, ou bien tout simplement on néglige la présentation de ces transporteurs d'électrons Q et C et on vous présente tout simplement le complexe 1, 2, 3, 4 et c'est ce que vous avez ici dans ce schéma. Donc, il faut toujours comprendre qu'il y a un phénomène qui s'appelle donc la phosphorylation oxydative dans lequel intervient la chaîne respiratoire d'une part et les sphères pédonculées d'autre part. Et vous devez savoir donc qu'est-ce qui se passe au niveau, quelles sont les réactions biochimiques donc, qui sont catalysées d'une part par la chaîne respiratoire et d'autre part par les sphères pédonculées. Et il faut savoir que ces phénomènes, on peut les représenter par plusieurs schémas qui peuvent apparaître différents. Mais si vous comprenez très bien le contenu de votre cours, donc vous pouvez faire le lien entre tous ces schémas. Donc, ce sont plusieurs manières de représenter les mêmes phénomènes, à savoir la chaîne respiratoire, les sphères pédonculées, qui sont les structures qui sont responsables de la phosphorylation oxydative. Donc, ici, revenons au syndrome de Mélas. Eh bien, le syndrome de Mélas, c'est tout simplement, on a le complexe C1 qui ne fonctionne pas. Donc, on n'aura pas la possibilité de la réoxydation de NADH, mais en tout cas, on va dire que le rythme de la réduction, parce qu'il n'y a pas, on n'a pas un système de on-off, mais on peut dire que il y a une réduction, forte réduction du fonctionnement, donc on ne va pas dire tout simplement absence, mais on va dire une forte réduction du fonctionnement du complexe C1 à cause de cette maladie qui s'appelle donc le syndrome de Mélas. Eh bien, donc, le rythme de la réoxydation de NADH va être faible et du coup, donc, le fonctionnement de la chaîne respiratoire donc, va se dérouler avec un rythme très faible et on aura donc une production d'une faible quantité d'ATP. Et vu que la cellule a besoin de s'approvisionner en énergie donc sous forme d'ATP, s'il y a un blocage au niveau de la voie métabolique de la respiration cellulaire, eh bien la cellule va être forcée d'emprunter la voie de la fermentation lactique. C'est pour cela que dans la cellule, donc au niveau il y a le plasme, il y aura donc une forte, puisqu'on va donc la cellule va être obligée, j'ai dit, d'emprunter la voie de la fermentation lactique, donc on aura une augmentation excessive, anormalement excessive de la concentration de l'acide lactique, tout d'abord à l'intérieur des cellules, au niveau du plasme, et lorsque l'acide lactique devient très abondant, eh bien, il va passer dans la circulation sanguine et on va le détecter au niveau de la circulation sanguine parce que, donc, on a dit, parmi les symptômes de cette maladie, c'est l'accumulation, c'est l'augmentation de la concentration, l'augmentation anormale de la concentration de l'acide lactique dans le sang et la diminution du pH du sang. Donc, diminution du pH, c'est-à-dire augmentation de l'acidité. Donc, pourquoi nous avons une augmentation de l'acide lactique dans le sang? Eh bien, parce que les cellules sont forcées de suivre la loi
de la fermentation lactique. Et du coup, donc, on va avoir une accumulation excessive de l'acide lactique tout d'abord dans les cellules, et puis ça va passer la circulation, dans la circulation sanguine. Donc, à partir de la donnée, j'ai dit donc la donnée numéro 3, on va nous présenter, on va nous présenter, on va nous présenter la troisième et la quatrième question. Et qu'est-ce qu'on nous demande ici? En se basant sur le document 3, expliquer le mécanisme de la synthèse d'ATP au niveau de la membrane mitochondriale interne, puis montrer l'effet du dysfonctionnement sur ce mécanisme chez une personne atteinte du syndrome de Mélas. Dans cette troisième question, il y a deux parties. La première partie, c'est expliquer le mécanisme de la synthèse de l'ATP. Donc la première partie, c'est tout simplement, on nous demande d'expliquer le mécanisme de la phosphorylation oxydative dans le cas physiologique normal. Dans la deuxième partie, on nous demande donc l'effet, le résultat, la conséquence du dysfonctionnement qui est en relation avec le syndrome de Mélas. Et on nous demande bien sûr, d'utiliser le contenu de ce document 3. Et qu'est-ce qui est donc intéressant dans ce document 3? C'est qu'on nous indique là où il y a le problème qui est lié au syndrome de Mélas. Donc, vous avez ici dans cette question, et vous avez toujours donc en gras les verbes d'action, comme donc j'ai en fait la remarque. En se basant sur le document 3, expliquer le mécanisme de la synthèse d'ATP au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, puis montrer l'effet du dysfonctionnement sur ce mécanisme chez une personne atteinte du syndrome de Mélas. Et la quatrième question, la quatrième et la dernière question, c'est une question de synthèse. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de faire le lien entre le cas physiologique normal, d'une part, c'est en rapport avec la donnée numéro 1, et le cas du traitement de l'infection virale par l'INTI, qui a donc comme effet indésirable un dysfonctionnement au niveau de la mitochondrie, et faire aussi le lien avec la troisième donnée qui est liée avec le syndrome de Mélas. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans la quatrième question? Il faut exploiter les données précédentes, toutes les données précédentes, pour montrer que la voie métabolique dominante dans les deux cas, donc c'est quoi la voie métabolique dominante dans les deux cas? Donc, vous comprenez très bien que le critère qui nous indique qu'il s'agit de la fermentation lactique, c'est l'accumulation de l'acide lactique dans le sang. Hein? Et puis, on va expliquer pourquoi nous avons donc ces symptômes qui sont observés dans les deux cas. Les symptômes, c'est-à-dire la fatigabilité, la faible production d'ATP et l'augmentation anormale, l'augmentation excessive de la concentration d'acide lactique dans le sang. Bien, donc maintenant, on va revenir. Donc je vais maintenant vous présenter les réponses dans leurs détails. Eh bien, revenons donc au début. Donc ici, on nous présente le cas physiologique normal. Donc donnée numéro 1, c'est le cas physiologique normal du fonctionnement de la cellule en ce qui concerne les deux voies métaboliques de production d'ATP, à savoir la glycolyse, à savoir la respiration cellulaire et la fermentation lactique. Et à partir de ce document, qu'est-ce qu'on nous demande? Premièrement, en s'appuyant sur le document 1, déterminer le devenir de l'acide pyruvique au niveau cellulaire, puis calculer le bilan énergétique, c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP, de la dégradation, issue de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie. Et on nous donne ici l'équivalent énergétique des molécules des transporteurs de protons et d'électrons. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Quel est le devenir de l'acide pour répondre à cette question? Donc, je dois toujours chercher au niveau de
ce document. Alors, quel est le devenir de l'acide pyruvique? Eh bien, après avoir donc passé par la voie qui est commune, la voie métabolique qui est commune entre la respiration et la fermentation lactique, c'est-à-dire la glycolyse, soit on va passer donc, on va emprunter la voie de l'acide lactique, qui consiste tout simplement à la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique, avec une réoxydation de NADH, comme vous pouvez le constater ici, la réoxydation de NADH, H+, en NAD+, ou bien l'acide pyruvique, s'il s'agit donc de la voie aérobie, c'est-à-dire de la respiration cellulaire, eh bien, l'acide pyruvique va pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie pour qu'il soit dégradé totalement au niveau de la matrice mitochondriale à travers la formation d'acide coenzyme A et le cycle de Krebs. Et cette dégradation va nous produire de l'ATP, mais elle va nous produire ici aussi des transporteurs de protons et d'électrons sous leur forme réduite. Et ce sont ces formes réduites qui vont être réoxydées au niveau de la phosphorylation oxydative pour produire de l'ATP. Donc, on nous demande tout simplement de présenter le devenir de l'acide pyruvique dans la cellule, c'est-à-dire on va présenter les deux voies, la voie mitochondriale des oxydations respiratoires et la voie anaérobie de la fermentation lactique. Donc, dans cette question, et puis on nous demande, dans la deuxième partie de la question, on nous demande de calculer donc le bilan énergétique, mais ici, ce qui est important, c'est pour le bilan énergétique, ça concerne uniquement ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie. Donc on va laisser derrière la glycolyse avec son bilan énergétique qui ne va pas rentrer en compte, que ce soit au niveau de la quantité d'ATP produite ou bien au niveau de NADH, H+, donc, qui sera aussi produit. Donc, on va laisser derrière tout ce qui se passe dans le cytosol, dans le plasme, et on va donc comptabiliser uniquement ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie. Première remarque. Deuxième remarque, c'est qu'il faut donc faire le bilan à partir d'une molécule de l'acide pyruvique. Bien. Pourquoi on insiste sur une seule molécule d'acide pyruvique? Donc, pour comprendre pourquoi on a ici une seule molécule de CO2, deux molécules, donc ça va nous donner trois molécules de CO2, et vous comprenez très bien pourquoi on a production de trois molécules de CO2. Eh bien, tout simplement parce que une molécule d'acide pyruvique contient trois atomes de carbone. Et donc, vous avez, durant la formation d'acide coenzyme A, vous avez production d'une seule molécule de NADH+, c'est-à-dire ce transporteur d'électrons et de protons sous sa forme réduite. Et vous avez trois NADH+, qui sont produits au niveau du cycle de Krebs. Donc le total, c'est 4 NADH+. Et puis, une seule molécule de FADH2, qui est produite aussi dans le cycle, et une seule molécule d'ATP. Et donc, on va calculer l'équivalent énergétique de ces transporteurs d'électrons et de protons. Pourquoi? Parce que la conversion, eh bien, elle s'effectue au niveau de la phosphorylation oxydative. Donc, c'est le mécanisme qui est responsable de la conversion de l'énergie chimique potentielle des transporteurs de protons et d'électrons sous leur forme réduite en énergie chimique potentielle contenue dans les molécules d'ATP. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire dans cette réponse? Donc, on a dit, première question, en s'appuyant sur le document 1, déterminer le devenir de l'acide pyruvique au niveau cellulaire, puis calculer le bilan énergétique, le nombre de molécules d'ATP, donc de la dégradation, le bilan énergétique de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie. Et comme vous pouvez donc le constater, les verbes d'action qui figurent au niveau de la question
Alors, on doit les retrouver au niveau de la réponse. Eh bien, regardez ce que vous avez ici au niveau de cette réponse. Donc, vous pouvez donc constater que vous avez ici donc premièrement, bien sûr, on a dit qu'il faut respecter la numérotation des exercices. Et premièrement, on va dire à partir du document 1, on constate ce qui suit. Et vous avez ici donc premier point, deuxième point. Et dans le premier point, vous avez premier tiré, deuxième tiré. Cette méthode de rédaction, elle est très intéressante parce que elle vous présente donc les grandes idées d'une façon claire. Donc ici, c'est le premier point correspond au premier verbe d'action, c'est-à-dire on va expliquer le mécanisme de phosphorylation oxydative, c'est-à-dire le devenir, pardon, premier point c'est le devenir de l'acide pyruvique. Le devenir de l'acide pyruvique dans la cellule. Le deuxième point, c'est tout simplement le bilan énergétique. Bien, maintenant, en ce qui concerne le devenir de l'acide pyruvique, on a deux choses, et vous avez premier tiré, deuxième tiré, et bien sûr, le premier tiré, ça concerne ce qui se passe à l'intérieur du alloplasme, c'est-à-dire la voie de la fermentation lactique, et le deuxième tiré, ça concerne ce qui se passe dans la mitochondrie. Donc, c'est déjà à partir de la présentation de la réponse, donc on va déjà mettre en relief les phénomènes les plus importants. Donc, premier point, devenir de l'acide pyruvique dans la cellule. Premier tiré, au niveau du alloplasme, c'est-à-dire au niveau du cytosol, nous avons une réduction, une transformation de l'acide pyruvique en acide lactique, avec réoxydation de NADH+ en NAD+. NAD+. Ça, donc, c'est le devenir de l'acide pyruvique au niveau du alloplasme. Deuxième tiré, devenir de l'acide pyruvique au niveau de la mitochondrie. Eh bien, oxydation de l'acide pyruvique dans la mitochondrie en acétylcoenzyme A. Ce dernier est complètement dégradé au cours du cycle de Krebs. Donc, formation de l'acétylcoenzyme A et cycle de Krebs, c'est donc la dégradation totale de l'acide pyruvique. Au cours de ainsi, on a production de 3CO2, et ça se comprend très bien parce que la molécule de l'acide pyruvique comporte, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 atomes de carbone, et la réduction des transporteurs de protons et d'électrons. Et à partir de ce que je vais lire sur le document, je vais constater qu'on a production de 4 NADH+ et 4 molécules de NADH+, une molécule de FADH2 et une molécule d'ATP. Donc tout ceci, je peux le lire à partir du document 1. Donc, devenir de l'acide pyruvique, c'est la première partie de la réponse à la question numéro 1. Eh bien, la deuxième partie, c'est tout simplement le bilan énergétique. Et dans la question, on nous a présenté l'équivalent énergétique de la molécule de NADH et de la molécule de FADH2. Eh bien, qu'est-ce que je vais présenter dans la deuxième partie de la réponse à la question 1? Notre bilan énergétique de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique dans la mitochondrie. Et à partir du document, je vais lire que j'ai production de 4 NADH, 4 molécules de NADH, donc au cours de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie, 4 molécules de NADH, une seule molécule de FADH2 et une seule molécule d'ATP. Donc, la molécule, le FADH, elle est produit à l'intérieur du cycle. L'unique molécule d'ATP, elle aussi, elle est produite à l'intérieur du cycle. Et pour les 4, molécules de NADH, nous avons une qui se forme au moment de la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, et les 3 autres, ils sont donc à l'intérieur du cycle. Voilà, ça, vous pouvez le constater ici, au niveau du document. Eh bien, vous avez les 3 NADH à l'intérieur du cycle. Il y a une, je dirais, à l'extérieur du cycle, c'est-à-dire
dans l'étape de la formation de l'acétylcoenzyme A à partir de l'acide pyruvique. Et voilà, donc nous avons respecté toutes ces données pour dresser ce tableau-là. Eh bien, vous avez 4 ATP et d'après donc ce qu'on nous a présenté comme équivalent énergétique en ATP, c'est pour chaque molécule de NADH, donc nous avons 3. C'est l'équivalent énergétique donc de 3 molécules d'ATP. Donc 4 fois 3 égale 12. Pour FAD, c'est 2 molécules d'ATP. Donc 1 fois 2 égale 2. Et l'équivalent énergétique d'une molécule d'ATP, c'est tout simplement une molécule d'ATP. Donc il faut oublier ça. Parce que ça, la molécule d'ATP, donc c'est déjà, on a ce qu'on veut, c'est-à-dire on a de l'ATP. Et pour les molécules de NADH et FAD qui sont produites lors de la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs, donc ce sont des molécules qui sont riches en énergie, mais elles doivent passer par la phosphorylation oxydative pour qu'elles soient réoxydées et pour que leur énergie soit convertie en énergie sous forme d'ATP à travers donc le mécanisme de la phosphorylation oxydative. Et donc ce tableau, il nous donne le résultat, c'est-à-dire nous avons 15 molécules d'ATP lorsqu'on a la dégradation totale d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie. La deuxième donnée, ça va nous mener à la question numéro 2. La deuxième donnée, alors que nous présente la deuxième donnée? Eh bien, elle nous présente le traitement avec un médicament qui est l'INTI. Ce médicament, il est utilisé pour le traitement d'une infection virale, mais elle a comme effet indésirable, comme effet secondaire, donc il va provoquer un dysfonctionnement au niveau de la mitochondrie. Et ce dysfonctionnement causé par ce médicament, comme effet indésirable, il va être présenté au niveau du tableau. C'est-à-dire que dans le tableau, on a une augmentation de l'acidité du sang, une augmentation de la quantité d'acide lactique dans le sang, un faible développement des crêtes mitochondriales, et une abondance faible des composantes de la chaîne respiratoire, notamment donc des protéines qui vont jouer le rôle d'enzymes dans la chaîne respiratoire. Tout ceci, ça indique quoi? Ça indique donc que le médicament va provoquer un dérèglement au niveau du fonctionnement des mitochondries. Ce dérèglement se manifeste par le faible développement des crêtes et il se manifeste aussi par la faible abondance des protéines de la chaîne respiratoire. Tout ceci va forcer la cellule à emprunter plutôt la voie de la fermentation lactique en parallèle de la voie de la respiration qui va participer avec un taux qui est faible vu donc le dérèglement causé par le médicament. Donc lorsqu'on dit que le médicament donc va plus ou moins inhiber le fonctionnement de la mitochondrie, cela ne veut pas dire qu'il va anéantir la respiration à 100%, mais tout simplement le rythme de la respiration, le rythme de la voie métabolique de la respiration cellulaire va diminuer, va être dérangé, eh bien la cellule va être forcée d'emprunter la voie de la fermentation lactique, donc qui va se dérouler d'une façon anormalement excessive, et c'est ce qui va se manifester par l'augmentation de la concentration de l'acide lactique dans le sang. Il ne faut pas oublier que la formation de l'acide lactique, il se déroule à l'intérieur des cellules, notamment à l'intérieur des cellules musculaires. Et lorsqu'on a une production excessive de l'acide lactique au sein des cellules, eh bien, sous l'effet de la concentration, cet acide lactique va quitter les cellules pour rejoindre la circulation sanguine et les analyses biologiques vont montrer qu'au niveau de la circulation sanguine, on a une augmentation anormale de la concentration de l'acide lactique. Et puisque l'acide lactique, c'est une substance acide, eh bien, elle va aussi provoquer une diminution du pH du sang, c'est-à-dire une augmentation de l'acidité du sang. Donc, la donnée numéro 2, ça nous mène à la question numéro 2, c'est-à-dire en se basant sur le document 2,
c'est-à-dire notamment ce tableau-là, voilà, celui-là, qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, il faut faire la comparaison, hein, donc, entre la personne traitée et la personne non traitée, qui va jouer le rôle de témoin, et puis on va déduire quelle est la voie métabolique qui est en question. Donc la comparaison, j'ai dit, on doit faire la comparaison au niveau de l'abondance des protéines de la chaîne respiratoire, le développement des crêtes et l'acidité du sang et l'abondance de l'acide lactique dans le sang. Donc on va faire la comparaison. Donc on nous demande de faire la comparaison comme, comme premier verbe d'action. On nous demande de faire la comparaison. Et comme deuxième verbe d'action, on va déduire la voie métabolique qui est en question, qui est donc dérangée par ce médicament qui s'appelle l'INTI. Donc tout simplement, donc la comparaison c'est la comparaison entre la personne normale et la personne traitée avec l'INTI. Et puis, puisqu'il s'agit d'un dérangement qui concerne la mitochondrie, plus précisément les crêtes mitochondriales et les protéines qui constituent la chaîne respiratoire, eh bien, la voie métabolique qui est perturbée, et c'est tout simplement la respiration cellulaire. Donc maintenant, on va doucement lire donc la question 2 et puis présenter la réponse. Deuxièmement, en vous basant sur le document 2, comparez les résultats obtenus entre la personne traitée par l'INTI et chez la personne non traitée par cette substance, déduisez la voie métabolique influencée par cette substance. Eh bien, qu'est-ce que nous aurons dans la réponse? Eh bien, regardez, on a présenté les verbes d'action. Regardez ici. Donc déjà, de loin, qu'est-ce que vous pouvez constater dans cette réponse? Qu'est-ce que vous pouvez constater? Eh bien, ce qu'on peut constater ici, pardon, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que, bien sûr, nous avons ici le numéro de la question, et puis nous avons comparaison, déduction. C'est ce qui correspond aux verbes d'action qui nous sont demandés au niveau de la question. Donc, comme réponse à la deuxième question, comparaison, entre parenthèses, donc à partir du document 2, donc le tableau qu'on vient de voir. Voilà. Pour petit rappel, donc c'est ce tableau-là. À partir de ce tableau qu'on va faire la comparaison. D'accord? Donc, en ce qui concerne la comparaison, regardez, vous avez donc comparaison. La concentration de l'acide lactique dans le sang de la personne traitée est supérieure à celle de la personne saine, qui joue le rôle de témoin normal. Le pH sanguin de la personne traitée est plus acide en comparaison avec la personne non traitée. Et les mitochondries de la personne traitée possèdent des crêtes moins développées et des protéines de la chaîne respiratoire en faible quantité en comparaison avec la personne normale. Et vous pouvez constater que en ce qui concerne la comparaison, donc nous avons ici la concentration d'acide lactique dans le sang, le pH, les crêtes mitochondriales et l'abondance des enzymes de la chaîne respiratoire. Donc je relis cette réponse. Comparaison à partir du document 2. La concentration de l'acide lactique dans le sang de la personne traitée est supérieure à celle de la personne saine, témoin normal. Le pH sanguin de la personne traitée est plus acide en comparaison avec la personne non traitée. Les mitochondries de la personne traitée possèdent des crêtes moins développées et des protéines de la chaîne respiratoire en faible quantité, toujours en comparaison avec la personne normale. Qu'est-ce qu'on va déduire de cela? C'est-à-dire, on vous demande de déduire la voie métabolique qui est dérangée, qui est perturbée. Eh bien, deuxième point, déduction. Puisque l'anomalie concerne le développement des crêtes mitochondriales et l'abondance des protéines, c'est-à-dire les enzymes de la chaîne respiratoire,
Eh bien, la voie métabolique influencée par la substance INTI et alors la respiration cellulaire. Ça, c'est donc la réponse à la question numéro 2. Donnée numéro 3. Eh bien, on a dit la donnée numéro 3, c'est indépendant de la donnée numéro 2. Donc, parce que c'est une autre maladie, ce n'est pas une infection virale, c'est une autre maladie à part. Donc, toujours, lorsque vous avez plusieurs données, il faut faire attention. Quel est le lien entre les données? Donc, donnée 2, ça concerne le traitement d'une infection virale. Donnée 3, c'est une autre maladie à part. Le seul point commun, c'est que dans les deux cas, on a une perturbation au niveau du fonctionnement de la mitochondrie. Eh bien, qu'est-ce que vous avez ici donc dans le syndrome de Mélas? C'est une myopathie mitochondriale. Parmi ces symptômes, il y a accumulation de l'acide lactique, une fatigabilité excessive suite à des exercices musculaires. Donc, le schéma nous présente ici les constituants de la chaîne respiratoire et donc les structures qui interviennent dans la phosphorylation oxydative, à savoir la chaîne respiratoire et les sphères pubonculées. Et qu'est-ce qu'on nous demande ici? Qu'est-ce qu'on indique? Tout simplement que le complexe enzymatique C1, qui fait partie de la chaîne respiratoire, donc il est dérangé, il fonctionne mal. On ne va pas dire qu'il est totalement bloqué, parce que si vous bloquez à 100% la respiration, donc tout simplement la cellule et l'organisme va mourir tout simplement. C'est-à-dire il y a un dérangement, c'est-à-dire que le rythme du fonctionnement de ce complexe, il va être faible par rapport à la normale, et donc on va avoir une faible production, donc une faible production d'ATP, puisqu'on a donc que le rythme de la respiration cellulaire sera donc affaibli. Donc, vous avez ici donc les constituants de la chaîne respiratoire, la sphère pédonculée, et on vous présente où se trouve donc le dérangement par quoi se manifeste cette maladie. Eh bien, cette maladie, elle se manifeste par un dysfonctionnement d'un des complexes qui constituent la chaîne respiratoire. Voilà donc en ce qui concerne la donnée numéro 3. Et à partir de la donnée numéro 3, on va voir la troisième et la dernière question. La troisième et la quatrième question. Donc, dans la troisième question, qu'est-ce qu'on nous dit? En se basant sur le document 3, donc il faut partir du document 3, c'est-à-dire celui-là. Voilà. En se basant sur le document 3, expliquer le mécanisme de la synthèse d'ATP au niveau de la membrane interne mitochondriale. Donc cette première partie, le premier verbe d'action, elle concerne une chose simple, c'est-à-dire on vous demande d'expliquer tout simplement la phosphorylation oxydative dans le cadre physiologique normal. En se basant sur le document 3, expliquer le mécanisme de la synthèse d'ATP au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, c'est-à-dire la phosphorylation oxydative. Et puis, donc le deuxième verbe d'action, l'effet du dysfonctionnement sur ce mécanisme chez une personne atteinte du syndrome de Mélas. Eh bien, tout simplement, une personne qui est atteinte du syndrome de Mélas, c'est une personne qui va souffrir d'un mauvais fonctionnement d'un des complexes qui constituent la chaîne respiratoire. Donc, on va retrouver donc l'explication de la phosphorylation oxydative et on va montrer en quoi consiste le dysfonctionnement lié au syndrome de Mélas. Et ce sont donc ces deux éléments qu'on va retrouver dans la réponse à la question numéro 3. Voilà, regardez ici. Vous avez donc premier point, deuxième point. Et sur le premier point, vous avez donc premier tiré, deuxième tiré, troisième tiré. Tous ces tirés-là, ça consiste donc en quoi? En l'explication du mécanisme de la phosphorylation oxydative. Le deuxième point, c'est l'effet du dysfonctionnement lié aux symptômes de Mélas. Et je dis très bien, donc, je dois toujours insister sur le fait que les verbes d'action qui figurent
au niveau de la question et on doit donc les reproduire au niveau de la réponse. Et puis, regardez, même donc le mode de rédaction, regardez, il faut utiliser les points, les astérisques, les tirets, etc. Et il faut même quelquefois utiliser, vous pouvez utiliser les couleurs, mais il ne faut pas, par exemple, surtout ne pas utiliser la couleur rouge parce que vous savez très bien que le correcteur utilise le stylo rouge. Donc, vous pouvez par exemple ici utiliser le premier point avec un stylo noir par exemple, et puis vous faites premier tiré, deuxième tiré, troisième tiré avec un stylo bleu, etc. Histoire de faire donc une rédaction qui permet donc de mettre en relief les grandes idées que vous présentez dans votre réponse. C'est ça ce qui est intéressant. Donc on a dit, troisièmement, premier point, mécanisme de la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie, de la membrane mitochondriale interne, c'est-à-dire la phosphorylation oxydative. Premier tiré, oxydation de NADH et de FADH2 et réduction du dioxygène en H2O. Et transfert des électrons tout au long de la chaîne respiratoire, en partant des transporteurs des protons et d'électrons et en arrivant au dioxygène qui va se transformer en H2O. Deuxième tiré, pompage des protons H+, donc ça se fait en parallèle avec le pompage des protons se fait de façon parallèle avec la réoxydation des transporteurs de protons et d'électrons. Donc deuxième tiré, pompage des protons H+ de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire, ce qui génère un gradient de protons H+ entre les deux compartiments, c'est-à-dire entre la matrice mitochondriale et l'espace intermembranaire. Troisième tiré, retour des protons H+, de l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale à travers les sphères pédonculées, c'est-à-dire les ATP synthétases, ou bien les ATP synthèses, qui vont catalyser la synthèse d'ATP. Donc avec ces trois tirés, on a tout simplement expliqué d'une façon résumée le mécanisme de la phosphorylation oxydative. Le deuxième point dans notre réponse, c'est l'effet du dysfonctionnement lié aux symptômes de mélasse. Eh bien, on va dire tout simplement le complexe le complexe C1 de la chaîne respiratoire devient non fonctionnel, d'où l'absence ou bien une faible oxydation de NADH et par conséquent, on aura une faible production d'ATP. Quatrième question. La quatrième question, c'est une question donc qui va un petit peu synthétiser toutes les données précédentes. Et généralement, c'est ce qu'on fait donc au niveau des questions d'examen, c'est-à-dire que la dernière question, c'est toujours une question de synthèse. Pourquoi j'ai dit ici que c'est une question de synthèse? Parce que à partir de votre réponse à la quatrième question, donc vous allez pouvoir faire le lien entre le fonctionnement physiologique normal de la cellule en ce qui concerne donc les deux voies métaboliques qui produisent de l'énergie sous forme d'ATP, à savoir la voie aérobie, c'est-à-dire la respiration cellulaire, et la voie anaérobie, c'est-à-dire dans ce cas la fermentation lactique, et faire le lien entre le données 2 qui est en liaison avec les effets indésirables de la substance INTI et la donnée numéro 3 qui est en relation avec la maladie qui s'appelle le symptôme de Mélas. Le symptôme de Mélas. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans cette dernière question? En exploitant les données précédentes, montrer que la voie métabolique dominante dans les deux cas, c'est-à-dire le traitement par INTI et le syndrome de Mélas, donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Montrer que la voie métabolique dominante est la fermentation lactique. Donc, on va montrer pourquoi la voie dominante, c'est la fermentation lactique, puis expliquer les symptômes observés dans ces deux cas. Donc, quel est notre argument pour montrer qu'il s'agit d'une fermentation lactique? Eh bien, tout simplement,
l'argument le plus important, c'est l'accumulation, euh, l'augmentation excessive de façon anormale de la concentration de l'acide lactique au niveau du sang. Euh, bien, donc c'est un indicateur de la fermentation lactique. Et puis, donc, on va expliquer les symptômes de la maladie, de ces deux anomalies. C'est-à-dire, donc, lorsqu'on a une diminution du rythme de la respiration cellulaire, on a une faible production d'ATP, ce qui va pousser donc le blocage de la respiration va pousser les cellules à emprunter la voie de la fermentation lactique. Vous savez très bien que la fermentation lactique, en comparaison avec la respiration, donc ça produit moins d'ATP. Donc, lorsque la personne effectue un effort, donc il va se fatiguer facilement et puis donc l'utilisation de la voie de la fermentation lactique va se manifester par l'augmentation de la concentration de l'acide lactique dans le sang. Donc, je vais relire doucement cette question-là et puis je vais présenter la réponse. Et vous pouvez toujours constater les verbes d'action qui sont présentés en gras. En exploitant les données précédentes, montrer que la voie métabolique dominante dans les deux cas, traitement par l'INTI et syndrome de Mélas, et la fermentation lactique, et expliquer les symptômes observés dans ces deux cas. Vous voyez? Donc, regardez s'il vous plaît la réponse. La réponse à la question 4. Eh bien, déjà, au niveau de la rédaction, regardez, vous avez donc premier élément qui correspond au premier verbe d'action. Donc, c'est indiquer, on nous demande d'indiquer la voie métabolique en présent les arguments nécessaires. Deuxième cas, c'est les conséquences, c'est-à-dire on va expliquer les symptômes pour les deux cas. Voilà. Déjà, de loin, à partir de la méthode de la rédaction, vous pouvez constater donc que vous avez ici en gras voie métabolique. Regardez. Vous avez ici voie métabolique et vous avez conséquences. C'est-à-dire que on a répondu à la question parce que dans la question numéro 4, il faut exploiter pour montrer la voie métabolique et expliquer les symptômes. Montrer la voie métabolique, expliquer les symptômes. Donc, j'insiste toujours sur le fait que les verbes d'action, on doit les retrouver au niveau de la réponse. Très bien. Donc, comme réponse à la question numéro 4, eh bien, vous avez donc voie métabolique. Dans les deux cas, c'est-à-dire le syndrome de Mélas et le traitement avec INTI, on a un dysfonctionnement des mitochondries. En effet, le blocage de la chaîne respiratoire induit le blocage de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale. L'acide pyruvique s'accumule donc dans le hyaloplasme et se transforme en acide lactique. Les cellules sont donc forcées d'emprunter plutôt la voie de la fermentation lactique. Ici, on a présenté quelle est donc la voie métabolique qui est en question. Conséquences pour les deux cas. Eh bien, les conséquences pour les deux cas, c'est quoi? L'acide lactique produit en excès par les cellules apparaît dans la circulation sanguine et fait augmenter l'acidité du sang. Ça, donc, c'est la première conséquence. On a présenté les conséquences en trois points. On aura donc faible production d'ATP liée à la fermentation lactique. Dernier point, sensation de fatigue suite au manque d'ATP. Voilà, donc on a terminé donc, la présentation du corrigé de ce premier exercice de la composante qu'on appelle donc raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien vers un site où vous allez trouver
ce document-là que je vous présente, à partir duquel donc, j'ai présenté donc ces réponses. Vous allez trouver ce document sous forme donc d'un document PowerPoint. Donc, je vais donc vous laisser le lien de mon site au niveau de la description. Merci de votre attention. Portez-vous bien et à une autre fois, Inch'Allah.